Si seulement nous laissions aux travailleurs manuels le soin et la possibilité d'imaginer leurs propres conditions et leurs propres outils de travail, nous les verrions heureux, leur dignité et leur fierté n'auraient pas d'égal. Mais permettre de telles conditions de travail pour les paysans et les ouvriers, ce serait leur restituer ce que le capitalisme leur a pris, ce serait leur rendre le trésor de l'attention et de la présence au monde, et de ce fait, élever leur labeur au-dessus des activités intellectuelles. Ce renversement des valeurs représenterait pour la bourgeoisie économique et culturelle une perte de sa supériorité et de sa domination. Donc, je suis heureux de faire ta connaissance, Mathieu Huon, qui est l'auteur donc, de ce livre Notre lien quotidien, le besoin d'une spiritualité de la terre, et c'est Mathieu Huon, maraîcher. Donc, je montre le livre. Alors, c'est un livre qui m'a touché et intéressé, parce que notamment, j'ai trouvé qu'il y avait une très grande douceur et en même temps une forte détermination. Et c'est souvent à mon sens, c'est l'expression de convictions qui sont ancrées profondément et qui sont mûres. Donc on va parler de ton livre et puis d'agriculture maraîchère. Alors, tu étais de passage à Paris là, parce que hier vous aviez une réunion. Alors tu appartiens à la Confédération paysanne, qui est un des 3 syndicats agricoles. Il y a le FNSEA, Coordination rurale, et la Confédération paysanne. Et donc hier, il y avait une réunion autour de la question de la souveraineté alimentaire, qui est un projet du gouvernement de relancer, de renforcer la souveraineté alimentaire en France. Oui, alors effectivement, je suis maraîcher et militant ou membre du syndicat agricole la Confédération paysanne, dont José Bové est une figure un peu connue. Et dans mes fonctions, je représente effectivement la conf, comme on dit, à Interfel. Donc c'est l'interprofession des fruits et légumes. Donc pour donner une idée, c'est la grande distribution, Carrefour et autres, les importateurs, les exportateurs, voilà, toute la filière des fruits et légumes française et les autres syndicats. Et effectivement, le gouvernement prévoit un plan de souveraineté alimentaire pour la filière fruits et légumes qui se casse la gueule depuis 20 ans, bien avant, mais en tout cas depuis 20 ans ça s'accélère. Et ils ont décidé de faire quelque chose. Et nous, la conf, on siège à l'interprofession pour essayer d'infléchir un peu les politiques, infléchir un peu les décisions. Voilà. Ouais, les infléchir dans quel sens ? Eh ben, les infléchir dans le sens où il n'y aura pas de production et de souveraineté alimentaire sans producteur quelque part. Et il y a de plus en plus, dans les politiques publiques et privées d'ailleurs, une séparation, comme si on pouvait produire de l'alimentation sans personne qui la produit, quelque part. Pour donner un ordre d'idée, il y a 50 ans, il y avait 1,5 million de paysans. En France, en 2020, il y en a moins de 500 000. Voilà, donc il y a un moment où, en fait, il va falloir quand même qu'il y ait des paysans pour produire l'alimentation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, finalement, l'exode rural, l'urbanisation, ça a été l'expression d'une modernisation qui est apparue avec une sorte de logique irrépressible. Et il semble dire qu'il y a un point limite à cette logique, c'est qu'il y a de toute façon besoin d'un ancrage paysan qui produise l'alimentation, notamment, et donc c'est sur finalement l'idée que on atteint quelque sorte ce point limite, on va y revenir beaucoup, et la question c'est savoir où est-ce que tu situes finalement le conflit, en quelque sorte. Ouais, complètement, effectivement, il me semble qu'on est à un point limite ou à un point de bascule, entre guillemets. Je suis pas absolument contre le développement de la technique ou de certaines technologies. Voilà, je pense qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est là que ça a eu lieu, beaucoup, ce bond mécanique et chimique dans l'agriculture. Ok, c'était peut-être c'était pertinent, en tout cas c'est ce qui s'est passé, les 30 Glorieuses, c'est ce qui s'est passé. Mais là, maintenant, où on en est, la crise écologique, mondialisation à outrance,
il est peut-être temps de regarder ce qui s'est passé et de voir où on veut aller. Et c'est là où la machine, l'interprofession des fruits et légumes, les gouvernements ne font pas ce travail, en fait, quelque part, d'analyse pour moi de la situation. Et voilà, et ce qui est important pour moi, ce que j'entends dans ta question, en tout cas moi ce que je défends, j'ai des pratiques agroécologiques, voilà, je pense que j'ai- je- ça se passe bien, voilà, à ce niveau-là j'ai des comptes à rendre, entre guillemets, mais au-delà de ces pratiques agroécologiques, pour moi ce qui est important c'est d'essayer que les paysans ou les agriculteurs refassent corps, refassent classe sociale, et qu'on essaie de retrouver un commun. Parce que j'ai encore une sorte d'utopie comme ça d'un soulèvement paysan ou agricole. Et pour moi, ce soulèvement paysan ne se fera pas avec une partie des agriculteurs contre une autre partie des autres agriculteurs. Sous-entendu, avec des nouveaux paysans comme moi contre des agriculteurs historiques. Et comment on peut refaire alliance ensemble contre quoi? Contre qui? Pour moi, contre le capital, pour le coup, contre le grand capital, on pourrait même l'appeler comme ça. Et j'ai à cœur, là, dans mon département où je suis, dans la Drôme, de rencontrer des agriculteurs, des céréaliers. Mon copain d'enfance était fils d'agriculteur, il a repris la ferme en céréales, hein, notamment. Et il y a un lien avec lui, il y a un lien avec ce type d'agriculture. Quand bien même, ils sont 4 sur 200 hectares de céréales, ça pourrait paraître démesuré. Moi, je suis maraîcher sur 1 hectare, pour te donner un ordre d'idée. Mais mon ennemi, c'est pas lui, en fait. Euh, Eux, ce monde paysan historique, en fait, cherche aussi tant bien que mal à survivre, en fait, à maintenir une culture, à maintenir les fermes familiales. Et ce qui nous pend au nez, ce qui pend au nez du monde agricole, c'est plutôt ce qu'on appelle l'agriculture de firme, c'est-à-dire quand cette agriculture-là, qui tient bon an mal an, finira par ne plus tenir, parce que les enfants reprendront plus haut, par exemple, ce qui risque d'arriver, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de firme, c'est des entreprises, de la grande distribution ou des fonds d'investissement qui seront capables de racheter 200, 300, 400 hectares, 1000 hectares, 2000 hectares. Voilà, ce que ne pourront plus faire ni les petits paysans, ni les plus gros. Voilà, on n'aura plus les moyens de faire ça et on se retrouvera face à une agriculture qui nous dépassera tous, pour le coup. Oui, donc je vais essayer de reprendre ça, on va synthétiser. C'est-à-dire, effectivement, tu dis, il ne s'agit pas d'opposer le petit paysan comme toi qui travaille, petit paysan maraîcher qui travaille sur 1 hectare et l'agriculteur mécanisé qui travaille sur 200 hectares qui produit des céréales. Parce qu'au fond, les deux, malgré leurs différences, ils partagent une solidarité commune très forte qui est beaucoup plus, qui est plus importante que leurs différences ou leurs contradictions. Et que donc l'ennemi, ou disons la véritable contradiction, elle va se situer avec ce que tu appelles l'agriculture de firme. Alors peut-être cette question-là qui va nous occuper, on va la resituer un peu dans un contexte historique plus général, qui au fond, si je résume, tu vas me donner ton sentiment, c'est qu'on peut dire qu'il y a eu effectivement, notamment au XXe siècle, une industrialisation de l'agriculture qui a eu ses effets bénéfiques. Par exemple, la révolution verte en Inde, ça a été aussi ce qui a permis de s'affranchir d'une dépendance à la nature qui a causé des famines. À certains égards, l'industrialisation de l'agriculture a des effets bénéfiques en la capacité d'assurer une subsistance alimentaire. Mais il semble qu'on arrive historiquement à une sorte de seuil, en raison notamment des dégâts écologiques, en raison que la marchandisation a aussi ses effets pervers, et que donc on reviendrait maintenant, l'issue serait quelque chose que certains appellent l'agroécologie, ou notamment la relocalisation de l'agriculture, et que tu dis, dans ce mouvement-là, il s'agit, pour faire avancer ce mouvement-là, il s'agit de penser la solidarité de tous les agriculteurs. Par exemple, si on prend le cas français, aussi bien ceux de la FNSEA que ceux de la Confédération paysanne ou de la coordination rurale, aussi bien des grands exploitants que des petits paysans. Afin, en fait, en quelque sorte, quel est le projet, enfin, qu'est-ce que tu vises par cette solidarité paysanne? Qu'est-ce qu'il s'agit de construire? Il s'agirait de construire une sorte de mouvement social, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, de refaire lien, en fait.
c'est ce qui... de lutter quelque part contre l'émiettement des conditions, des classes sociales en fait. Et je trouve que le monde agricole, c'est encore un univers qui, bon an mal an, arrive à résister quelque part encore, à tenir un peu quoi. Et effectivement, il faut par contre une révolution peut-être agroécologique, c'est vrai. Il ne faut plus que la production soit au détriment de l'environnement ou de la nature, c'est clair. Il faut que les pratiques agricoles aggradent, c'est-à-dire améliorent plutôt que dégradent. Et donc ça, c'est clair. Ça, c'est des questions techniques notamment, agronomiques. On a les connaissances maintenant aujourd'hui, franchement. On sait faire en fait. On sait faire de l'agronomie pour produire en prenant soin des sols. C'est possible. Voilà, donc... mais il y a vraiment la notion de pas abandonner quelque part le monde agricole, le monde paysan, et de pas se tromper, de pas se tromper d'ennemis en fait, vraiment, de pas se tromper d'ennemis. Parce que par exemple, il y a quelque chose qui nous rassemble, hein, qu'on soit petit et maraîcher ou plus gros agriculteur. En fait, il y a l'agriculture de firme, mais ce qui est déjà actif, c'est la spéculation et les prix du marché. C'est-à-dire, mon copain d'enfance, en fait, c'est pas lui qui fixe les cours du blé. C'est la spéculation mondiale, la guerre en Ukraine qui fait monter les cours. Voilà. C'est bas, c'est haut. Voilà. Il est soumis aux prix mondiaux, en fait. Moi aussi, quelque part, même si je suis en circuit court, en fait, mon prix de légumes, même si c'est moi qui le fixe pour le coup, parce que je fais pas en circuit long. Si le marché mondial de la tomate, les prix sont très très bas, bon, bah, peut-être que les gens vont pas venir chez moi parce qu'ils considèrent que mes prix sont trop élevés. Donc, relocaliser, pour moi, c'est aussi essayer de détacher l'agriculture de la spéculation, en fait, du marché. Alors regarde, on va essayer de sérier les différentes questions. La première question que j'aurais te poser, c'est concernant donc, on a vu il y a la coordination rurale, la Confédération paysanne, FNSEA. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement, donc toi tu appartiens à la Confédération paysanne, est-ce que tu peux nous décrire rapidement les particularités de ces trois Ouais, alors je vais essayer de faire un peu de syndicalisme agricole sans être du tout spécialiste. Ouais. Donc vraiment la FNSEA c'est le syndicat mère, on va dire, c'est lui qui existe. Alors, au départ il n'y avait que ce syndicat en fait. Voilà, c'est vraiment lui qui actuellement est le plus puissant, le plus développé. Beaucoup d'enfants d'agriculteurs adhèrent à la FNSEA parce que leur père y était, ou leur mère, leurs grands-parents. C'est quelque chose qui se fait par habitude. Il n'y a pas forcément beaucoup de conviction parfois dans le fait d'adhérer à la FNSEA, mais c'est le syndicat majoritaire qui est en cogestion avec les différents gouvernements depuis des décennies. Donc c'est vraiment la FNSEA qui oriente, décide avec les gouvernements successifs de la trajectoire agricole française notamment. Donc eux, ils ont un point de vue plutôt libéral. Voilà, c'est un syndicat qui est pour le libre-échange, qui est tout à fait à l'aise avec l'importation et l'exportation. C'est l'idée que l'agriculture il faut devenir une puissance. L'agriculture, c'est une force économique, c'est une puissance économique sur le marché mondial. Donc il faut être compétitif, il faut être fort pour presque prendre des parts de marché à l'export aussi. Voilà. Grosso modo, c'est ça la FNSEA. En tout cas, sa politique voilà. Les adhérents de la FNSEA peuvent ne pas être là-dedans, mais la politique de la FNSEA dans les sphères, c'est ça. Voilà. En 1987 a été créée la Confédération paysanne, qui est née vraiment pour s'opposer ou pour mettre en doute cette question du productivisme. Justement, ce qu'on décrivait tout à l'heure, la révolution verte, chimique et mécanique. En disant, qu'est-ce qui va se passer si on se jette là-dedans ? Il va se passer que les paysans vont être les nouveaux prolétaires, en fait. Ils vont être précarisés, prolétarisés, exploités. Bien qu'étant exploitants, ils vont être exploités. Et c'est ce qu'on appelle par exemple l'élevage en intégration. C'est-à-dire que ça appartient à une boîte, il y a un intégrateur qui t'amène les veaux, qui t'amène les porcs, mais dans ton bâtiment, il te fournit l'alimentation, il te dit quoi faire, quand le faire, et au bout de X semaines, il vient récupérer ces animaux qui lui appartiennent. Et le paysan qui reçoit ces animaux est juste est un peu
la nounou pendant quelques semaines de ces animaux, mais il n'a aucune marge de manœuvre agronomique, technique, voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une situation où l'agriculteur est prolétarisé. Ça, c'est vraiment à la base, c'est ça qu'a critiqué les fondateurs de la Confédération paysanne, que ce productivisme. Donc là, tu es passé de la coordination rurale à la Confédération Non, j'étais sur la FNSEA, Confédération paysanne, et en 92 a été créée la coordination rurale, en opposition à la nouvelle PAC, à la nouvelle politique agricole commune. En 92, en fait, il y a eu une bascule, c'est-à-dire qu'il y avait encore des quotas laitiers, il y avait encore des régulations du marché jusqu'en début des années 90, en agriculture, mais c'est valable aussi dans les autres sphères économiques. Et c'était l'époque des accords de l'OMC, les accords du GATT, les années, je ne sais plus comment on les appelle, mais ces 30 dernières années, c'est la dérégulation, on y va, c'est parti, l'OMC, on y va, quoi. Et l'agriculture a été obligé de suivre ce truc-là. Et la coordination rurale a quitté la FNSEA pour s'opposer à ces accords du GATT et de l'OMC, alors que la FNSEA avait donné son accord, avait signé ok, on y va sur cette dérégulation du marché. Et la coordination rurale a dit non. Donc la coordination rurale, c'est un mouvement très différent de la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, pour faire simple, se situe plutôt à gauche, je caricature, mais voilà. Et la coordination rurale est plutôt un mouvement plus conservateur. Mais quand même contre le libéralisme. Voilà, pour te faire simple. D'accord. Alors, une question que je me pose, c'est que, figure-toi que voilà, dans le Monde daté du vendredi 3 février, on voit que, là, sur la question des pesticides, les procédures d'autorisation attaquées, parce qu'il y a eu des organisations qui ont saisi donc la justice nationale et puis européenne, concernant le fait que les pesticides, pour qu'ils soient autorisés sur le marché, il y a une enquête qui est faite, une analyse, pour voir que les éléments que comportent ces pesticides ne sont pas toxiques pour la santé humaine, notamment, principalement. Or, ce que ces organisations ont dénoncé, c'est le fait qu'en fait, dans l'analyse qui est faite de ces toxiques, on prend l'élément agissant, mais on n'analyse pas le fait que la composition, l'association de certains éléments peut être toxique. C'est-à-dire que, comme on sait, il y a des éléments qui, pris un par un, sont d'une toxicité acceptable, mais le cocktail peut être explosif. Et que ça, donc, ça n'a pas été pris en compte, et c'est ce qui est en train de... Donc, ils ont saisi la justice, et on voit que c'est en train de... Ça risque donc de remettre en cause l'autorisation d'un certain nombre de pesticides. Et parmi les associations qui ont donc porté ça en justice, donc je lis là l'article du Monde, parmi les requérants, 30 organisations, et entre parenthèses, Notre Affaire à tous, la Confédération paysanne, Génération Future, Agir pour l'environnement, ou encore des fédérations d'apiculteurs, et puis des politiques, notamment la NUP. Donc, sur un sujet comme celui-ci, on voit la Confédération paysanne, mais on voit ni la coordination rurale, ni le FNSEA. Donc, la question qui se pose, c'est qu'effectivement, on a envie de se dire ici qu'il y aurait une contradiction, en fait, quand même assez nette, sur une question comme celle-ci, entre la Confédération paysanne et les deux autres syndicats agricoles. Oui. Il y a clairement une contradiction. Et... pour moi, la force et la faiblesse de la Confédération paysanne, auquel j'appartiens et je milite, c'est, en fait, pour moi, je vois ce syndicat comme un pont entre le monde agricole et la société civile. Voilà. Et aucun autre syndicat ne le fait. Par exemple, la Confédération paysanne appelait à soutenir les grèves contre la réforme des retraites. Les autres syndicats agricoles ne s'en occupent pas, en fait. Donc vraiment, il y a un pont comme ça, sur des questions sociales et sur des questions environnementales. Et c'est bien qu'elle le fasse. Les autres syndicats agricoles sont beaucoup plus, effectivement, dans une défense stricto sensu des intérêts immédiats des agriculteurs. Mais vraiment, j'ai envie de dire, souvent à très court terme. L'agriculteur, étant donné ces moyens, ces types de pratiques, il a besoin de tel produit, donc on va défendre l'utilisation de tel produit. En tout cas, on va pas l'empêcher.
sans se rendre compte que peut-être il faudrait, parce que ça lui pète la santé, que ça détruit les sols. Donc il y a ce... Voilà. Et la Confédération paysanne, effectivement, ose dire, ben non, il va falloir peut-être faire évoluer les pratiques. Voilà. Oui, ce que je comprends, c'est parce que tu dis dans ton livre, c'est que au fond, tu sens une solidarité immédiate avec tous les paysans, quel que soit au fond, leur système d'exploitation. Il y a quelque chose qui fait que selon toi, il ne s'agit pas d'opposer la Confédération paysanne et les deux autres syndicats, il s'agit de travailler sur les points de solidarité fondamentaux. Et ce que je comprends, au fond, c'est ce que tu as l'air de dire, c'est qu'au fond, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas solidaires ici de cette action qui paraît évidente de s'inquiéter de la toxicité de certains pesticides. Pourquoi ils ne sont pas solidaires? Parce qu'au fond, leurs conditions, la manière dont ils sont inscrits dans le marché, fait qu'ils sont contraints, ils se sentent, en tout cas ils vivent comme contraints d'utiliser ces produits parce que sinon économiquement ils s'écroulent. Et que donc ce qu'il faudrait c'est travailler des conditions économiques qui fait que naturellement ils soutiennent ce type de mouvement. Exactement. Et là on touche à la question de la bio, par exemple, l'agriculture biologique. Qui s'est écroulée récemment, enfin, la filière est en difficulté, parce qu'en fait, on a pensé la bio à l'intérieur d'un marché d'offres et de demande, à l'intérieur d'une libéralisation des échanges. Donc, en fait, c'est une histoire d'offres et de demande, donc la bio peut s'écrouler, en fait. Et c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire penser qu'on va pouvoir changer des pratiques avec les lois du marché actuel, c'est faux. En fait, c'est un mensonge. En fait, si on continue à laisser les agriculteurs soumis à la concurrence je sais pas, du Brésil ou de je ne sais quel pays, et interne aussi à l'intérieur de l'Europe, avec des conditions de travail qui sont pas les mêmes, des coûts du travail qui sont pas les mêmes, ben oui, effectivement, ce que dit la FNSEA et la coordination rurale, c'est en fait non. En fait, ils appellent ça, eux, leur grand truc, c'est ils sont contre la concurrence déloyale. Ils ont regardé, on surimpose des lois françaises alors qu'en fait on est déjà vachement exigeant au niveau de nos pratiques environnementales. Donc, ils n'ont pas tort. Mais ce problème, c'est que ces lois structurelles, c'est-à-dire effectivement remettre des règles sur le marché, lesquelles il faut les définir, hein, on en a plusieurs à la conf. Ça, c'est rarement mis en avant, parce que c'est des questions politiques et de macro, en fait. Donc il faut bien sûr travailler sur des pratiques et la question environnementale des pesticides, mais je suis carrément pour. Il faut faire évoluer les pratiques. Mais de croire que c'est juste par des évolutions de pratiques individuelles d'agriculteurs tout d'un coup on basculerait sur des systèmes agricoles vertueux, dans un libre marché laissé à la concurrence sauvage, franchement, je pense que là, il manque un élément. Ouais. Alors, bon, ce sont des questions, notamment dans ton livre, on va revenir sur ton livre, mais ce qui m'intéressait aussi, c'est comment ton livre fait écho aux travaux et aux livres de Xavier Ricard Lanata, qui était un ami à moi qui est décédé en septembre 2021. Et donc, on va travailler sur ce dialogue-là. Mais effectivement, lui, ce qui sont des choses que je retrouve aussi dans ton livre, c'est que son idée, c'était que, au fond, la libéralisation et la marchandisation de l'agriculture notamment, ça mettait en danger au fond la subsistance, en ce sens qu'on voit que ça expose de plus en plus aux crises systémiques, question de l'énergie, de la dégradation écologique, des crises monétaires, et que donc ce qu'il fallait penser comme scénario de déglobalisation, c'était justement la relocalisation. Et la relocalisation s'appuie notamment sur l'agroécologie et aussi sur les cultures vivrières. Et dans son livre Blanche et la Terre, par exemple, au sujet d'expériences au Brésil, parce que donc il a dirigé le comité catholique contre la faim et pour le développement, et donc il a été amené à aller partout dans le monde pour voir des projets qu'il finançait. Et donc dans ce livre Blanche et la Terre, il rapporte ses expériences à travers le monde. Et donc, alors, attends, il faut que je retrouve juste le passage.
Voilà, il parle de la dynamique de paysans au Brésil qui, dans des terres qui sont laissées de côté par la grosse agriculture parce qu'elle est considérée comme pas assez fertile. Et eux, ils se les réapproprient et ils les rendent fertiles. Et il conclut son expérience en disant donc une telle dynamique ne semblait envisageable qu'en zone rurale, précisément dans les régions où les conditions de vie étaient si rudes que les monocultures industrielles destinées à l'export avaient le plus grand mal à s'implanter. Alors l'agroécologie revêtirait le caractère d'une planche de salut pour un paysanat appauvri, exclu du marché et des filières commerciales vouées à l'autosubsistance. Il n'en était rien. Nous découvrîmes que l'agriculture familiale représentait plus de la moitié du PIB agricole brésilien et qu'elle employait 80% de la main-d'œuvre agricole du pays. À Borborema, la polyculture vivrière couvrait un immense territoire et approvisionnait en produits de toute nature les halles des villes de la région. On pouvait sans peine imaginer une conversion qui embrasserait la production nationale tout entière. Il y fallait une forte volonté politique, il y fallait des sujets sociaux susceptibles de réclamer des politiques favorables à l'agriculture familiale et à l'agroécologie, au nom d'une convergence d'intérêts bien compris. Les producteurs y gagneraient les moyens de leur indépendance, les consommateurs un accès à bas coût à des productions de meilleure qualité et du soin requis par les milieux naturels devenus fragiles. Donc on verra d'autres passages, considère comme viable d'un point de vue à la fois écologique, économique et social, et cette relocalisation et ce redéveloppement d'une agriculture finalement qui soit à taille humaine en quelque sorte. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que c'est possible en fait. C'est complètement possible. Et c'est encore vrai au niveau mondial, effectivement, c'est l'agriculture plutôt paysanne, vivrière, qui effectivement qui produit la majorité des aliments dans le monde en fait. En Europe et en France, on est à un endroit un peu différent malheureusement, entre guillemets. C'est qu'en fait on est passé de 20% environ d'agriculture dans des circuits de distribution type grande surface dans les années 60-70 à 80% aujourd'hui. Donc pour moi la question... De 20, tu veux dire, ouais. On est passé dans les années 70 de 20% de la production agricole était dans le réseau des grandes distributions, ouais. Et donc 80% dans le réseau local, disons en quelque sorte. Et ça, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est passé, donc le rapport est passé c'est renversé, enfin, on est passé de 80% qui est dans le réseau de la grande distribution à 20% seulement qui grosso modo, c'est ça, exactement. Et il faut savoir que les premiers supermarchés, c'est en 1963, je crois. Donc avant, il n'y en avait pas, en fait. Donc c'est ce qui dit, c'est presque ce monde-là que je souhaiterais, en fait. J'y aspire aussi. Mais on bute là sur, on va dire, tout le réseau, les circuits de distribution qui ont été vraiment organisés, toutes les filières, en fait, qui ont été organisées. Ça va des normes jusqu'au calibrage, quelle taille fait la courgette, comment, les variétés, quelles semences pour qu'elles se gardent 3 semaines sans bouger. Et c'est toute cette chaîne-là, en fait, qu'il faut déconstruire. Donc, effectivement, moi, je le déconstruis au niveau des pratiques agroécologiques, mais ce que je commence à m'apercevoir, là où on en est, en tout cas en Occident, c'est que si on déconstruit et qu'on retrouve ces pratiques-là, ce monde-là où les gens se nourriraient en direct, j'ai envie de dire, il est plus ténu chez nous, il est plus loin et il faudrait le refaire. Clairement, il faudrait le refaire. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ce que souhaiterait la Confédération paysanne. Alors ici, le point vraiment, il me semble, le tranchant de la question, c'est la suivante. C'est que le réseau de grande distribution, on peut dire son argument, massu, c'est qu'il a rendu... il aurait permis, si tu veux, que les consommations, les dépenses en termes de consommation diminuent. Ce qui serait ce qui participerait de l'enrichissement de la majorité des gens. C'est-à-dire que sachant que les inégalités sont ce qu'elles sont, que 50%,
Aujourd'hui, en France, de la population se partage, je crois, moins de 10% des richesses. Qu'ils dépensent moins pour se nourrir, c'est un gain. Donc ça, c'est un peu l'argument des grands réseaux de distribution. Donc, ce qu'il faut bien concevoir, c'est que si l'argument, c'est simplement de dire faire du bio pour des gens un peu, comme on dit, bobos, qui ont les moyens de payer 4 fois plus cher en agriculture biologique, on va pas loin. Si par contre, comme défend Xavier Ricard-Lenata, et comme tu as l'air comme la Confédération paysanne, si je comprends bien, a l'air de le défendre, si par contre on comprend qu'en réalité, c'est pas vrai que le réseau de la grande distribution permette de nourrir à moindre prix. Pourquoi ? Parce que d'une part, en fait, en écrasant l'agriculture locale, ensuite leur monopole leur permet de vendre au prix qu'ils décident, d'imposer des conditions de travail qui appauvrissent les gens, de vendre des produits qui, du fait du calibrage et de la question de la conservation, parce que dès lors qu'on fait de l'import-export, il faut que les fruits et légumes se conservent, donc on sélectionne des gènes, des variétés qui tiennent plus longtemps, mais qui en fait ont moins de saveur et ont moins de vitamines. Donc en fait, aujourd'hui, une pomme, il faut manger 4 pommes pour avoir les vitamines ou les nutriments qu'il y avait autrefois dans une seule pomme. Donc, et qu'en plus, ça expose au fait que de vendre des tomates qu'elles voyagent à 1000 km et que c'est aussi donc plus de CO2, donc ça réchauffement climatique, ça expose aussi les systèmes à des crises, c'est-à-dire que crise financière, à la spéculation. Donc en fait, ça fragilise. Donc si on montre, là on arrive vraiment à un point de tranchant. Ouais, bah oui, mais c'est... Je pense que maintenant, même les gouvernements actuels, ils peuvent pas considérer qu'en fait l'agriculture paysanne n'est pas viable d'un point de vue agronomique, ni même tellement économique. Par contre, en fait, quelque part, elle crée pas beaucoup de PIB. Hein. C'est-à-dire que tu agrades les sols, tu améliores les sols. Moi, j'ai un revenu, donc je vis correctement de mon métier. Mais par contre, je suis pas en train de nourrir toute la chaîne industrielle. Ce qui est le cas actuellement avec l'agriculture industrielle, c'est-à-dire, en fait, ce qui intéresse, si tu veux, les gouvernements successifs, c'est pas tellement si le paysan il se paye bien. Ça intéresse finalement pas grand monde à part les syndicats agricoles, cette question-là. C'est comment, à chaque étape de la chaîne, le transformateur, le fournisseur, le distributeur, le fabricant de machines, le fabricant de pesticides, tout ce monde-là, qui pour le coup représente des centaines de milliards, tout cet univers-là, alors c'est un des plus gros mastodontes mondial, c'est ça qu'il faut nourrir. C'est la grande bête qu'il faut nourrir. C'est pas tellement les gens, en fait. Parce que, pour te donner un exemple, des collègues là, d'autres syndicats et autres, effectivement, il n'est pas rare qu'en fait, des tomates vendues 3 € aux clients en supermarché soient achetées 1 € aux producteurs. Donc c'est ce genre de marge en fait que peut pratiquer la grande distribution. Donc, ok, je vois pas où est le coût faible pour le consommateur, je le vois pas tellement. Mais je vois aussi du coup du côté agricole, je vois effectivement qu'ils sont très mal payés. Alors si tu remarques sur le PIB, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Bah parce qu'en fait, moi, si avec peu de machines, beaucoup d'agroécologie, beaucoup d'agronomie, quelque part, je fais travailler gratuitement la vie du sol, hein, les vers de terre, les colimboles, l'humus, tout ça, voilà, on se rend service mutuellement, mais je ne paye pas les vers de terre pour qu'ils travaillent mon sol. Donc tu veux dire que c'est pas enregistré dans la mesure qui s'appelle le PIB. C'est pas enregistré. Alors sur ces questions-là, Thomas Piketty il a écrit des choses intéressantes. J'ai pas le livre ici, mais sur montrant que justement la question de quels outils quels outils tu vas te servir, voilà, pour mesurer exactement, c'est un enjeu fondamental parce que justement lui il conteste que le PIB soit un outil de mesure parce qu'il montre il montre un exemple comme ça dans un petit livre qui s'appelle Une brève histoire de l'égalité où il montre que justement par exemple sur le pétrole, le cas classique, le pétrole, il montre voilà, les gens ils vendent des extraits du pétrole de la terre, ils le vendent, ça fait en termes de PIB c'est une fortune colossale, mais en réalité en termes de production de richesse
c'est négatif. C'est négatif parce qu'en fait, tu ne fais que extraire du sol, donc tu appauvris le sol, c'est-à-dire que les réserves diminuent, et qu'en réalité, tu ne crées pas de richesse, tu en détruis, puisque après, en termes de pollution, de réchauffement climatique, etc., ça crée des dégâts. Donc, c'est les fameuses questions sur qu'en réalité, le PIB ne prend pas en compte toute la manière dont une pratique peut être complètement dévastatrice en réalité en termes de création de richesse, alors qu'en termes de PIB, elle va se donner l'illusion d'être créatrice de richesse. Voilà. Donc ça, ceci, il faut un peu changer de paradigme, je ne sais pas comment dire les choses, mais effectivement, sans vouloir basculer sur d'autres thèmes du bouquin, dans une logique capitaliste, les vieux peuvent fabriquer du PIB. L'or gris, comme on a dit avec les scandales sur Orpea. Voilà. Donc si on en arrive à un point où les personnes âgées fabriquent du PIB, on est allé assez loin effectivement quand tu dis, c'est-à-dire effectivement la question de Orpea, c'est effectivement, tu as raison, c'est comment, c'est pas les personnes âgées, c'est comment la maltraitance des personnes âgées fabrique du PIB. Ouais. C'est ça, c'est comment ils ont créé des richesses sur la maltraitance des personnes âgées. À faire avec l'agriculture. Ouais. Il y a quelque chose de parallèle quelque part. Alors écoute, là-dessus, je vais citer quelques textes. Je vais citer le passage de Blanchet la Terre et un passage de ton livre sur les enjeux presque poétiques et métaphysiques. Dans le passage du livre de Xavier, donc Blanchet la Terre, il y a deux passages extraordinaires. C'est que donc il parle d'un marché dans les Andes. Il a été dans les Andes et sur le fait que dans cette agriculture vivrière dans les Andes, justement, comme tu en parles aussi dans ton livre, où on multiplie les espèces il y a une variété d'espèces qui sont cultivées ensemble. Et donc il explique que dominait cet ensemble de traits culturels la recherche permanente, passionnée et presque maniaque de la diversité maximale. Ça, c'est dans les hauteurs, dans les Andes. Qu'il s'agisse de bêtes ou de plantes, de rites ou d'art du tissage, les sociétés andines goûtent plus que tout l'art de la variation. Et nul écosystème ne peut s'y prêter davantage que ces montagnes tropicales, toutes chiffonnées, et qui semblent s'écrouler continuellement les unes sur les autres comme des rouleaux. Chaque vallée est à elle seule un monde, avec ses sols, ses espèces endémiques. Partout il faut se prémunir contre les risques d'aléas, ce qui explique en partie le patient et minutieux travail de diversification des semences auxquels se sont livrés de tout temps les paysans. Parce qu'effectivement, dans la monoculture, tu t'exposes à ravage d'une espèce de prédateurs d'insectes ou au climat, aux aléas des échanges, etc. Donc, la variété des espèces permet de se prémunir, justement. Et alors, il continue. Mais le climat changeant n'est pas le seul en cause. Le goût du divers tient presque de la recherche de la beauté, d'un souci quasi mystique. Il existe une forme de gratuité dans ce désir d'accroître toujours et à tout prix la variété des manifestations de la vie. Donc on verra, c'est tout à fait en écho avec ta propre pratique d'agriculture maraîchère. Et il continue, il parle d'un marché du village. Il rivalise, il parle de 9000 variétés de pommes de terre. Le Centre international de la pomme de terre recensait à Lima près de 9000 variétés. Mais cette richesse de phénotypes n'était rien sans les pratiques culturelles qui permettaient de tels prodiges. Et il raconte dans un marché, sur la place du village, ils rivalisent d'ingéniosité, tandis qu'ils disposent sur leurs étals leur variété de patates, de fèves, de maïs, par paquet de 3 spécimens assortis d'une petite étiquette. Chaque variété a un nom bien à elle, et Fleur des Neiges, Rititica, côtoie Katumvakashi, autrement dit celle qui fait pleurer la belle fille. Je me penche intrigué sur ce tubercule torturé, couvert de bosses et de boursouflures, de crevasses d'yeux, enfoncées comme des poinçons. Peler un tel légume doit être une gageure, c'est justement ce qui lui vaut son nom. La fiancée incapable d'épargner la pulpe en se livrant à cet exercice n'est pas bonne à marier, il y faut de l'adresse combinée à l'obsession de l'économie. Ne rien perdre de ce qui peut être vivant et nourricier. C'est le mot d'ordre. Donc ça, c'est dans les Andes, cette agriculture paysanne, vivrière, qui est menacée par le grand capital. Et ensuite, plus loin, il est au Rwanda, après le génocide, après ce qui s'est passé là-bas, le drame de ce pays.
il raconte: le Rwanda s'est doté d'une stratégie nationale 2020 visant à le convertir à marche forcée et en 10 ans en tigre africain. Les 1000 collines forment un massif et les responsables nationaux ont le sentiment d'y vivre comme dans un donjon assiégé par les forces hostiles des pays voisins. Aussi n'envisage-t-il le salut que sous les espèces du pont aérien. L'exportation de la production nationale est devenue prioritaire. Les terres agricoles ont fait l'objet d'un zonage rigoureux qui vise à les spécialiser en fonction de leurs avantages comparatifs. Les fonds de vallée sont semés de thé, les collines entièrement remodelées, elles se couvrent de terrasses de culture, aux murets de plantes légumineuses que broutent vaches et chèvres. Sur ces terrasses, rangées comme à la parade, édifiées par les paysans en un temps record, sous la surveillance des soldats, on cultive du café, du maïs, du riz ou des pommes de terre. Les parcelles se succèdent avec la régularité des défilés militaires, des problèmes d'aliénation sociale, d'aliénation écologique, etc. Il y a une aliénation anthropologique fondamentale que tu touches du doigt ici, clairement, dans ce passage. Là, on quitte le domaine de compétences de la Confédération paysanne. Hein. Là, c'est ce moment-là où vraiment je prends un chemin de traverse. Et effectivement, ça m'a touché quand tu as lu ce passage. Parce que oui, effectivement, je suis d'accord il y a quelque chose d'essentiel. C'est un peu un des essentiels du bouquin. C'est que la question de mon métier, ma pratique professionnelle, on pourrait dire, rejoint une question beaucoup plus intime, beaucoup plus anthropologique, effectivement, d'un rapport au monde. Alors moi, j'ai une maîtrise de philo, hein. Tu vois, mes parents sont nés 68 arts, voilà, donc je suis un peu bâtard, on va dire, je suis agriculteur, mais pas fils d'agriculteur. Et je peux pas m'empêcher de penser, effectivement, qu'il y a une beauté, il y a une dimension dans le rapport à la matière des paysans, mais peut-être pas que, mais en tout cas, il y a une dimension dans ce rapport à la matière qui est extrêmement forte, qui est extrêmement noble, qui correspond pas du tout à la place sociale dans laquelle ils ont été mis depuis des siècles. Les bouseux, les terreux, voilà, c'est... Pour te dire, quand moi j'ai voulu devenir paysan, ma grand-mère, fille d'immigrés espagnols, qui a réussi à devenir instite en partant de rien, pour elle, c'était insensé de devenir agriculteur ou paysan. C'était une espèce de régression sociale. Donc il y a un peu un déplacement à faire. Je ne sais pas si ça a déjà eu lieu, en fait, dans l'histoire humaine, hein, peut-être dans les Andes. Je ne sais pas comment ces paysans-là se considèrent eux-mêmes, ou comment ils sont considérés dans la société brésilienne, par exemple, comment ils sont regardés. Mais effectivement, pour moi, il y a un enjeu là anthropologique, parce que ces monocultures dont on parle, c'est des monocultures du cerveau aussi, c'est des monocultures de nos visions du monde. L'appauvrissement de la biodiversité n'est quelque part qu'un écho de l'appauvrissement de notre propre biodiversité, de nos imaginaires, de nos rapports au monde, de nos théologies, pourquoi pas aussi. Quelque part, ça nous regarde, quoi. Ça se regarde, ces deux parts-là. C'est-à-dire qu'on touche effectivement un point essentiel, c'est-à-dire qu'il y a d'une part la question effectivement le point de la viabilité du système capitaliste, de la marchandisation à outrance, notamment de la production agricole, de montrer qu'en réalité, sous l'argument d'assurer une subsistance alimentaire mondiale, bien que par ailleurs les avancées technologiques ont pu avoir cette efficacité, à mon sens. Mais sous cet argument-là, en réalité, d'une part, on voit qu'en réalité, il semble fragiliser beaucoup la subsistance agricole du fait de la dévastation écologique, du fait aussi de l'exposition aux aléas du marché, mais outre tout ça, outre la logique du profit, ce que tu soulignes ici dans cette page, c'est effectivement, c'est un point fondamental, c'est que au-delà de ça, comme tu dis, même de l'appauvrissement écologique, il y a une forme de mise au pas de l'humanité.
Donc je continue la même page, tu dis, dans cette perspective, on comprend aisément pourquoi le capitalisme fit du contrôle des travailleurs manuels, qu'ils soient ouvriers ou paysans, son enjeu et son objet principal. C'est-à-dire, c'est pas tant la question de la productivité que de la mise au pas de l'être humain. Car au-delà d'une captation purement économique et matérielle de la force de travail, le capitalisme a dérobé ce trésor d'attention et de présence au monde qui constituait le centre spirituel du travail manuel. Et là, tu cites donc Simone Weil sur l'enracinement. Il y a un texte qui t'a beaucoup inspiré. Alors je lis la page de Weil. Ouais. Le travail physique constitue un contact spécifique avec la beauté du monde, et même dans les meilleurs moments, un contact d'une plénitude telle que nul équivalent ne peut s'en trouver ailleurs. L'artiste, le savant, le penseur, le contemplatif doivent, pour admirer réellement l'univers, percer cette pellicule d'irréalité qui le voile et en fait pour presque tous les hommes, à presque tous les moments de leur vie, un rêve ou un décor de théâtre. Ils le doivent, mais le plus souvent ne le peuvent pas. Celui qui a les membres rompus par l'effort d'une journée de travail, c'est-à-dire d'une journée où il a été soumis à la matière, porte dans sa chair comme une épine la réalité de l'univers. La difficulté pour lui est de regarder et d'aimer. S'il y arrive, il aime le réel. Alors je suis plus intéressé par ton texte que par le sien. Okay. Mais le sien, il y a peut-être un peu de romantisme. Je sais oui, pas. il me semble qu'il y a un petit peu de Mais comme il y a un peu de romantisme aussi chez Lanata. Oui, absolument, tu tout vois à fait, tout à fait. ouais. Ouais. Il était très romantique, Xavier. Et parfois, il me semble qu'il l'est un peu trop, mais on va revenir après sur des textes plus théoriques, des passages plus théoriques. Mais donc voilà. Veil, elle avait bossé, je crois, 1 mois ou 2 chez un paysan en Ardèche. Donc elle avait cette force, Simone Weil, elle a expérimenté la vie d'usine, elle a expérimenté le travail paysan, et elle en a essayé d'en dire l'essentiel. Mais effectivement, c'est jamais devenu un moyen de subsistance pour elle. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est là que ça situe son romantisme, mais effectivement, il y a quelque chose. Voilà, Non, mais peut-être tu as raison, et peut-être moi j'ai un travers personnel avec Simone Weil, parce qu'il y a certains aspects de son œuvre, une sorte d'anti-judaïsme un peu forcené qui me déplaît. Donc, mais je pense que chez elle, ça relevait d'une névrose personnelle, et c'est pas le problème. Je les ai réconciliés à la fin du livre. Oui, non, avec Lévinas. Ouais. Sur la marchandisation de l'agriculture, sur comment la production agricole a été arraisonnée par le marché et les logiques marchandes. Donc Xavier Ricard-Lanata, dans La tropicalisation du monde, qu'il a écrit après Blanchet la Terre, il écrit « L'expérience coloniale est préfiguratrice d'une autre caractéristique de l'économie monde contemporaine, la décorrélation entre les lieux de consommation et les lieux de production, par l'extension considérable des réseaux d'échange et des chaînes de valeur. La première mondialisation a réalisé en quelque sorte du premier coup, et quoique sous une forme non libérale, le rêve d'une adéquation radicale de la structure de production locale aux exigences du marché mondial. » Il prend notamment le cas d'Haïti, qui était la première île colonisée, où on a une destruction de l'agriculture vivrière là-bas, des populations qui y vivaient, au profit d'une monoculture, qui ensuite a détruit les terres. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il montre qu'au fond, ce qu'il analyse, c'est le prisme, c'est la structure coloniale de cette affaire. Et lui, sur la tropicalisation, il va dire au fond que ce qui se passe, c'est que de la même manière que bien souvent le traitement de la manière dont des insurrections paysannes en Europe ont été matées préfigure la manière dont vont être matés aussi après les indigènes dans les colonies, que ce qu'il appelle la tropicalisation du monde, c'est comment la situation des colonisés revient en quelque sorte, et un effet de boomerang, revient et devient celle des populations en Europe qui sont paupérisées par le système économique. Et donc, il conclut quelques pages plus loin, si cette hypothèse est juste, si le Nord est en voie de tropicalisation, alors il convient d'effectuer par la pensée le mouvement inverse, de détropicaliser le Sud. Mais il faut que le Sud se détropicalise par lui-même, peut-être. Et pas par le Nord, en tout cas.
Ouais, alors c'est lui. Sans vouloir rentrer dans un débat Ouais. comme celui-là. Alors attends, je retrouve pas le passage auquel je. Donc oui, ce qu'il appelle, c'est-à-dire c'est s'inspirer de la manière dont ces populations indigènes résistent, que c'est là qu'il s'agit de se ressourcer. Alors à la fin de Blanche et la Terre, il conclut l'agroécologie dont j'avais découvert et observé la puissance transformatrice sur tous les continents reposait sur une éthique du partage, voire de l'étreinte. Entre des êtres voués à surmonter leurs inimitiés, il fallait se prendre à bras le corps, et quelle meilleure manière pour y parvenir que de se consacrer à restaurer la beauté et la fécondité des paysages dévastés. Partout, l'agroécologie était réparatrice. Les maraîchères de Rio pansaient leurs plaies en redonnant vie aux terres devenues impropres à l'agriculture. Les paysans de Kedera, assurés de ne plus appauvrir les sols et faire obstacle à la diversification, pouvaient songer à leur avenir et à celui de leurs enfants. À l'échelle du bassin hydrologique de Luang Prabang, les coopérations entre paysans et citadins devenaient gage d'une certaine stabilité. Cependant, ces expériences demeuraient partout en dépit des efforts consentis par les organisations paysannes, les bailleurs solitaires, les collectivités locales, trop disparates et isolées pour susciter des mouvements de grande ampleur. L'agroécologie ne peut s'entendre que comme pointe avancée d'une transformation plus complète du tissu de l'économie mondiale. Le mouvement social porteur d'aspirations et d'innovations de toute nature peut inspirer une nouvelle théorie économique qui lui garantirait une assise idéologique plus forte. Ouais. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait nous maintenant. Mais effectivement, il y a un peu la théorie de la tache d'huile, on pourrait dire. Et on a pu accuser Pierre Rabhi, par exemple, le mouvement du colibri, d'être dans ces formes d'oasis. Du coup, je me disais, il faut effectivement faire tache d'huile avec l'agroécologie, mais il faut aussi imbriquer. C'est-à-dire, il faut à un moment donné mettre le feu quelque part aussi. S'il n'y a que l'idée que des bonnes pratiques se répandraient naturellement parce que les gens sont bons par nature et ils prendraient ce qui est bon, ça ne suffira pas à changer de paradigme. Il va falloir aussi y mettre des luttes. Donc, quelque part, mettre du feu dans les taches d'huile et pour pousser au basculement. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je suis un syndicat agricole. Alors, c'est pas un syndicat, on va dire. C'est pas un syndicat d'anarchistes, hein, mais c'est quand même un syndicat, donc la question de la lutte et du mouvement social, ça compte avec la question des pratiques et des moyens de subsistance, mais les deux ensemble. Puis moi je rajoute un troisième terme qui est la question mystique, la question d'une spiritualité, d'une vie intérieure. Pour moi c'est le troisième terme dont j'ai besoin pour nourrir les luttes. Si c'est juste une lutte, on va dire extérieure, je m'épuiserais très vite en fait. Elle me suffirait pas. Je m'appauvrirais en fait. Alors c'est ça, oui. Donc hier tu étais à Interfell pour ces questions des fruits et légumes. Mais quelle leçon tu en tires Ben, il faut être là, mais pour le coup on est un peu dans le décor des théâtres dont parlait Simone Veil, dans ce genre d'institution. C'est-à-dire que voilà, chacun joue un rôle, ou le rôle qu'on lui a attribué, que les entreprises ont attribué aux salariés qui représentent Interfell à cet endroit-là. Et comment on sort du décor de théâtre, effectivement. Comment on sort du décor de théâtre, comment on se rend compte qu'effectivement, moi je crois que c'est par les usages en fait. Qu'est-ce que ça signifie perdre la moitié des insectes, la biodiversité, etc. quand on n'a pas de lien et de relation avec ces éléments. Les paysans agriculteurs, effectivement, font partie des métiers qui ont un lien avec le vivant de fait, puisque c'est le vivant qui les fait vivre. Hein. Alors, ils détruisent le vivant parfois avec des mauvaises pratiques, mais ça reste le vivant, la terre, le sol, l'air, le soleil, ça reste le vivant qui les fait vivre. Et voilà. Alors sur ce point d'articuler cette ligne entre la recherche, disons, intérieure et puis la pratique agricole et puis le conflit social, tu évoques dans ton livre l'œuvre de Vinoba en Inde.
peu connu en France. Peu connu en France. Voire Alors, pas du tout connu. alors on va essayer quand même Mais qui est quelqu'un que j'ai pas connu, hein, mais que frère Antoine, donc un vieil ermite que j'ai hébergé chez moi et qu'on a accompagné dans sa fin de vie. La dernière année de sa vie, il l'a passé à la maison en fait. Pour raconter la petite histoire, du coup, il était en maison de retraite. Il a vécu 50 ans dans une grotte dans le sud de la France. Et puis il est tombé, il s'est fait mal, et du coup, on l'a placé en maison de retraite. Donc ça, c'est frère Antoine. Frère Antoine. Un moine cistercien assez atypique, on va dire, assez anarchiste dans l'esprit. Et je vais le voir un jour à la maison de retraite, en plein Covid, et il me dit est-ce que je peux venir chez toi? Voilà, ça fait 2 ans qu'il est en maison de retraite, on l'obligeait à se laver tous les jours, alors qu'il lui a vécu 5 ans dans une grotte, la douche, ça, il connaît pas, la baignoire, il connaît pas. Et j'appelle mon épouse, et elle dit ok, donc on dit ok. Donc il a passé la dernière année de sa vie à la maison. Et donc frère Antoine, pourquoi je raconte ça, c'est que frère Antoine a connu Vinoba. Et il a été très très marqué, frère Antoine, par Vinoba en fait. Et Vinoba, donc, pour moi, c'est la force de mouvements en Inde, mais pas que. Les mouvements des sans-terre au Brésil ont aussi cette dimension mystique. Et nous, on a plus de mal en Occident à articuler les deux, du fait de notre histoire avec la religion chrétienne notamment, conflictuelle, qui opposait les mouvements, on va dire, libertaires sociaux aux mouvements, on va dire, religieux traditionnalistes. Donc en Inde, c'est Vinoba, en fait, il a vu qu'en fait des paysans n'avaient pas de terre, et il a décidé, il a vu qu'en fait il allait traverser l'Inde à pied dans les années 50-60 pour demander aux riches propriétaires terriens de redistribuer leurs terres à des paysans sans terre. Et donc il voulait redistribuer 20 millions d'hectares comme ça. Il a traversé l'Inde à pied pendant plusieurs années. Il posait ses registres, et les propriétaires terriens se présentaient spontanément à lui, parce qu'il y avait une aura, c'était le mouvement gandhien. Et donc il a permis la redistribution d'environ 2 millions d'hectares quand même. Voilà. Transfert de propriétaires terriens, de riches propriétaires terriens, vers des paysans sans terre. Je trouve que c'est assez inspirant comme mouvement. Effectivement, c'est inspirant, c'est que c'est une démarche singulière, individuelle au départ, peut prendre une ampleur comme ça et des potentialités qui sont parfois insoupçonnées. Et d'un autre côté, on se dit aussi que c'est propre à l'Inde dans la mesure où je pense qu'il y a aussi la question des castes. Il devait appartenir peut-être à la caste des brahmanes, qu'il avait une aura qui lui permettait, qui fait que ça avait une efficace, que certains grands propriétaires sont laissés aller à donner une partie de leur terre. Mais évidemment, il faut retraduire ça en Europe, ça suppose de le penser certainement différemment. Mais ce qui m'intéresse dans cet exemple et dans ton livre, surtout pour revenir à ce que je disais au début, ce qui m'a frappé dans ton livre, c'est comment il y a des énoncés qui sont radicaux, mais avec une grande douceur. C'est un livre qui est d'une grande douceur et dont on sent que c'est ancré, ce sont des convictions qui sont ancrées profondément et qui sont mûres, qui sont sereines. Voilà comment des énoncés de transformation sociale sont posés de manière très sereine. Et ça je pense que ça semble être lié à ton parcours personnel. Oui, c'est lié à un rapport à la mort en fait, au temps. Quelque part, oui, effectivement, je pense qu'il faut se positionner, il faut se positionner dans l'action, c'est clair, et en même temps ne pas trop espérer voir quelque part le moteur de l'action doit être quelque part ce que certains appellent la dignité du présent et pas nécessairement le fruit de nos actions. Et donc il faut poser cet acte, il faut faire ce qu'on a à faire, mais pas nécessairement être dans une logique de résultat. Voilà. Pour moi, cette logique de résultat, ça reste une logique capitaliste qui nous enferme à nouveau. Comme si Vinoba avait dit ok, je calcule, si je traverse l'Inde à pied, ok, je vais redistribuer combien d'hectares. Ouais, non, d'après mon analyse de marché, ça va pas bien marcher, donc je vais pas y aller parce que un conseiller m'a dit que j'allais pas obtenir ce que je souhaitais. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Et je trouve que parfois, on s'auto-censure
parce qu'on a comme anticipé le résultat de nos actions, on a comme calculé par avance ce que ça allait produire, mais on n'en sait strictement rien. Et je trouve que ça, c'est un truc effectivement que la vie intérieure m'apprend, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 secondes. Je ne sais pas, Yvan, qu'est-ce qui va nous arriver dans 10 secondes. Et ça paraît un peu fumeux comme ça, mais appliqué au champ de l'action, au champ de la lutte, bah, je trouve ça assez efficace. Alors ça peut être casse-gueule peut-être parfois, et c'est pour ça qu'il faut aussi de la douceur. Il ne s'agit pas d'un passage à l'acte. J'étais d'un tempérament assez impulsif avant, donc voilà, j'ai un peu étudié la question du passage à l'acte. Donc il s'agit d'associer quand même l'action et la douceur, effectivement, je crois. Ce qui est frappant dans ton livre, c'est qu'effectivement, tu racontes ton parcours et donc que tu as commencé par disons, un cheminement radical dans le sens où tu t'es soustrait complètement à la vie sociale telle qu'elle fonctionne, d'abord en recherchant une solitude d'ermite, en quelque sorte. Tu étais vraiment le mouvement de soustraction à la vie sociale telle qu'elle fonctionne. Il a été radical. Notamment la rencontre avec frère Antoine, qui était lui-même un ermite, a été décisive pour toi. Et tu t'es soustrait, et tu es parti aussi, donc d'abord en France ou d'abord en Inde. En Inde, il y a eu cette expérience dans le désert, effectivement. Voilà, puis après, dans la grotte où j'ai vécu 4 mois. Tu racontes une expérience dans le désert, et ensuite dans un ashram. Dans un ashram, ouais. Ouais, où tu as... Donc, dans le désert, tu t'es isolé dans ce désert 4-5 jours. Et ensuite, dans un ashram, où la pratique de la méditation et du vide, en quelque sorte. Alors, ouais, je lis quelques pages, là, quelques lignes. Tu écris « L'expérience du vide dilate le temps et ramène l'attention aux gestes simples du quotidien. Faire chauffer de l'eau, faire la vaisselle ou tout simplement ne rien faire. À force de laisser nos désirs, nos pensées, nos projections se cogner contre l'absence de distraction, quelque chose s'épuise. Cet état d'épuisement mental, qui peut prendre plusieurs jours, laisse entrevoir un autre rapport au temps qui ne se définit plus par l'action et l'agitation, mais par l'acceptation de l'immense vacuité de nos existences. C'est à ce moment-là que le vide révèle son vrai visage, un papillonnement joyeux du temps et de la vie, un émerveillement devant le presque rien, le presque tout, et l'inconnu qui nous attend à chaque instant. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience que tu as faite donc, dans le désert et puis dans l'ashram en Inde, Déjà, ça part d'un manque. Voilà. En fait, depuis que je suis né, j'ai l'impression que je me coltine à un manque au fond de moi, et j'ai bien dû le regarder en face. Mais avec l'intuition que ce manque me voilait quelque chose, me disait quelque chose. Donc je suis allé, quand je sens quelque chose, en général, je mets la tête dedans, quoi. Il y en a qui le mettent sous le tapis, il y en a qui évitent. Moi, je mets la tête dedans. Et donc, je me suis collé pendant plusieurs années, plusieurs semaines, plusieurs mois, voilà, jusqu'à des moments un peu comme ça, un peu symboliques, comme ce moment de 5 jours dans le désert où sans manger, voilà, on m'avait amené de l'eau et point barre. Là, c'était des moments d'épreuve quand même, un peu durs. D'être 5 jours dans le désert. Oui, tu racontes comment tu es, pour tenir, tu es sous un arbre et tu suis le mouvement de l'ombre pour rester à l'ombre de cet arbre. Mais j'avais pas anticipé ça, en fait. J'avais cette idée, je veux aller dans le désert. Mais je savais pas, là, j'avais pas mesuré quelle température il ferait. Est-ce qu'il y aurait des scorpions, des cobras? Il se trouve qu'il y avait un cobra pas très loin. Bon, là, c'est un peu inconscient de ma part. Donc là-dessus, j'y vais plus tranquille maintenant sur ce type d'expérience. Mais je me mets moins en danger, si tu veux. Mais effectivement, il y a quelque chose... Quand il y a du vide, quelque part, il y a quelque chose qui nous parle. Voilà. S'il y a beaucoup de bruit, on n'entend rien. Voilà ce que je pourrais dire. Ouais. Un peu métaphorique. Alors, on va revenir là-dessus. Donc... Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit dans ton livre, c'est finalement, on n'a pas suffisamment parlé d'agriculture maraîchère dans tout ça, mais c'est le point, comment ta trajectoire, le mouvement de soustraction à la vie sociale, dans la question de la pratique de la méditation, du vide, et comment tu vas renouer dans une inscription sociale à travers l'agriculture maraîchère,
où tu parles de ton travail de tous les jours, Mm. ce travail d'agriculteur. Comment tu rejoins après la question de la condition paysanne et comment tu en arrives à ces énoncés sur la question, au fond, à travers l'aliénation du monde paysan et ouvrière, se joue quelque chose Ouais. Le lien, la jonction entre la question de la vie intérieure et de la condition sociale, c'est la question du temps. Quelque part, il faut que les paysans, mais pas que les paysans, je pense tout un chacun, on reprenne le temps. Mais au sens où quelque chose qui nous a été pris. Il faut qu'on reprenne le temps qui nous a été pris par le capital, par cet accroissement des richesses, par ces désirs permanents d'ascension sociale. Il faut qu'on le reprenne. Donc il y a une dimension sociale, hein, parce que ça veut dire modifier ses conditions de travail, ça veut dire ne plus être asservi au rendement du capital. Mais il y a une dimension aussi spirituelle dans ce rapport au temps qu'on reprend. Il y a clairement une dimension spirituelle. Voilà, c'est là que la jonction se fait. Alors, je l'ai peu théorisé, hein. Moi je suis plutôt quelqu'un qui fait émerger des intuitions que vraiment qui structure une théorie, mais j'ai l'intuition que ça se joue à cet endroit-là, que le temps il est à cheval entre la vie intérieure et la vie économique et que ça se situe là en fait ce qu'on a à faire en Occident et en général. Alors l'autre point, c'est que juste avant ton dernier métier, avant de devenir agriculteur maraîcher, ça a été dans le social, ouais. Où tu as cette expérience avec donc des accompagnements de délinquants. Ouais. La PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, donc dans des délinquants qui sont incarcérés. Ouais, un centre éducatif et alors là, fermé. C'est aussi une expérience qui est assez cruciale dans ce parcours entre la méditation, la question du vide, le texte que j'ai lu. Et ça, c'est un moment assez aussi, dans le livre qui est assez charnière. Si tu peux nous en dire un mot sur l'expérience que tu fais. Voilà, j'aime pas l'entre-soi, donc c'est vrai que moi je suis curieux d'aller rencontrer les autres mondes, en fait, les autres univers. Et donc ces jeunes délinquants, clairement j'allais au boulot, un peu la boule au ventre, hein, pendant 6 mois, mais j'ai vu chez eux franchement une puissance de vie pour le coup. En face, je me sentais, et les éducateurs, on faisait pas le figure quelque part. On faisait pas le figure. Par contre, leur puissance de vie, voilà, elle était hyper violente. Hyper violente. C'est ça qui est frappant, c'est ce que tu dis, c'est que, effectivement, ils testent sans cesse l'éducateur pour savoir où il en est, jusqu'où ils peuvent aller. Enfin, je sais même pas si c'est jusqu'où ils peuvent aller, c'est le test pour savoir qui ils ont en face d'eux. Et que très souvent, ce type d'épreuve est difficile de s'en sortir. Et que tout le monde abandonne et fuit en quelque sorte ce travail parce qu'au fond ils sont vaincus et ils fuient, ils désertent. Ouais. Et que toi à un moment donné tu décides aussi de quitter parce que tu veux embrasser la question tu veux partir pour l'agriculture, mais que tu fais un point d'honneur non pas de pas réapparaître simplement le lendemain et qu'ils apprennent que oui t'es parti, mais d'aller les voir et de leur dire en fait j'avais vu qu'effectivement les éducs se mettaient en arrêt maladie et leur disaient pas qu'ils se mettaient en arrêt maladie, donc il n'y avait pas tout simplement un respect élémentaire de dire voilà j'arrête, c'est pas de ta faute entre guillemets, ou je sais pas, mais j'arrête. Et je me suis dit non mais moi j'arrête mon contrat là, parce que je ne me reconnais pas dans l'institution. Pour le coup, c'est pas les jeunes qui m'ont fait quitter, c'est plutôt l'institution. Mais je vais leur dire en fait, tant pis s'ils pètent un plomb, je vais leur dire en fait, je peux pas leur faire ça quoi. Parce que c'est souvent des jeunes qui en fait toute leur jeunesse ils sont allés de foyer en foyer. Enfin, franchement, tu regardes leur vie en fait, c'est une suite d'abandons successifs, hein. De leurs parents peut-être d'abord, je sais pas, en tout cas de la société, ça c'est clair, des institutions, ça c'est clair. Voilà. Donc on les trimballe d'institution en institution. Je me dis, il faut que je leur dise en fait. Tant pis si ça se passe mal, mais il faut que je leur dise. Et là, miracle, je sais pas si le mot est exagéré ou pas, mais vraiment comme une parenthèse comme ça, quoi. Ce repas qui était toujours les lieux de repas, justement, là encore la bouffe, qui étaient des lieux de conflit sur tout un tas de sujets, halal, pas halal, qu'est-ce que on fait à bouffer, il y a quoi. Enfin, c'était vraiment le lieu du conflit permanent.
vraiment, il n'y avait pas un repas qui se passait pas sans des altercations. Et là, bon voilà, c'est mon dernier soir, je leur ai dit que je partais. Et là, le repas, un repas quoi. On est là, on mange, on discute. Donc je le savais pas en fait à l'avance. Hein. Mais je vois bien qu'il se passe quelque chose. Ou plutôt qu'il ne se passe pas de la violence. Et j'ai pu du coup quitter ce job vraiment avec beaucoup de gratitude à leur égard en fait. Beaucoup de gratitude à leur égard qu'on se soit offert ce cadeau en fait, ce présent. Parce que je sais même pas s'il avait calculé, si c'était concerté avant. Parce qu'il y en a qui entre eux étaient en conflit aussi. Hein. Entre bandes ou entre groupes. Euh, voilà. Ça s'est passé et c'est vrai que c'était... C'est ce qu'on voit dans ce texte, quand tu racontes ce passage, c'est comment ce geste de considération simple, élémentaire, d'humanité, de respect, de considération, c'est le témoignage à leurs yeux que tu n'es pas simplement dans une fonction sociale, qu'il y a quelque chose qui se joue, où vous arrivez à vous mettre en dehors finalement de la mécanique sociale, et où donc là l'humanité réémerge dans son évidence, et vous partagez ce moment d'amitié, et non plus, vous êtes plus parce que vous êtes sorti de la mécanique sociale. Ouais, c'est marrant parce que j'étais pas allé jusqu'à le formuler comme ça, mais il y a de ça. Il y a de ça, hein, franchement, il y a de ça. Hein, et effectivement, parce que je pense que eux-mêmes, leur rôle de petits caïds ou de petits délinquants, je pense qu'en fait, ils en ont marre aussi. Eux-mêmes, d'être mis là-dedans, d'être renvoyés à cette place sans arrêt. C'est un peu, je sais pas, le mythe de Sisyphe, en fait. Je pense quelque part, il y a une part d'eux qui on demande qu'une chose, c'est qu'on les sorte ou qu'ils se sortent eux-mêmes de cette position-là. Mais la société les remet sans arrêt, les renvoie sans arrêt à cette réalité qui sont peut-être, oui, mais qui sont peut-être pas complètement, quoi. Comme nous, dans nos fonctions sociales, on s'enferme, riches, pauvres, cadre sup, machin. On s'enferme aussi dans nos rôles, dans nos fonctions, et ça fait du bien des fois de s'autoriser à effectivement, comme tu dis, à se voir en dehors de ce théâtre. Mais c'est le salut là. C'est ce qui permet de sortir, c'est ce qui permet de retrouver une relation humaine là où il n'y en a plus. En quelque sorte. Ouais. Alors ensuite, on va quand même citer un passage, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de choses dans ton livre, donc j'en ai abordé des points, mais dans ton métier de maraîcher aujourd'hui, seulement, donc tu dis assez rapidement, j'ai mis en place une technique basée sur le non-travail du sol. La technique est d'une grande simplicité, elle part du principe que le sol et les organismes qui le composent, des plus grands que sont les vers de terre aux plus petits que sont les mycorhizes ou les nématodes, sont tout à fait capables de remplacer le travail mécanique du décompactage et d'aération du sol. Dans un sol vivant, plus besoin de labour, les micro-organismes s'en chargent pour favoriser le développement de cette vie du sol. La solution est là encore très simple, il faut apporter de la matière organique, autrement dit des végétaux broyés, du compost, du fumier. Alors moi ça m'a évoqué justement ce que j'avais vu concernant le paysagiste Gilles Clément, et qui était que le non-travail du sol est plus fécond et plus efficace que le labour. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, enfin, naïvement, mais c'est intéressant de voir que justement, c'est pas nécessairement l'effort en tant que tel brut qui est efficace, c'est l'intelligence de comment fonctionne le sol. Ça, c'est vrai que c'est le point justement où on en est aujourd'hui dans nos connaissances techniques, technologiques et agronomiques. Là, effectivement, il y a de plus en plus de données, de livres, de contenus en fait sur ce type de pratique qui permet de s'y essayer et qui permet de vérifier que ça marche en fait, que ça marche d'un point de vue pour le coup presque économique, hein, là j'entends. Et qu'on peut du coup avoir une économie qui me fait vivre en aggradant le sol, en l'améliorant. Et que là, il y a quand même un bouleversement un peu anthropologique de se dire on n'est pas obligé de détruire pour se nourrir soi, on n'est pas obligé de détruire pour vivre. Et ça, c'est quelque part un petit renversement de la vision capitaliste où il faut extraire, prendre tout ce qu'on peut pour s'enrichir.
Ben en fait non, peut-être pas. Et donc voilà, là il y a une bascule. Après, il va falloir effectivement comment de petites expériences minoritaires, elles peuvent s'étendre. Comment on va faire ça? Ça, j'ai pas la réponse, hein, clairement. Non, mais je crois que c'est moi, il me semble à mes yeux que c'est fondamental. Toutes les questions justement de montrer que des pratiques plus justes d'un point de vue social et écologique sont également plus fécondes, plus efficaces, même économiquement, ça me paraît un point fondamental. Ouais. Donc aussi bien là que le non-travail de la terre est plus efficace, mais aussi bien dans le bouquin de Piketty, tu vois, il insiste là-dessus de manière très, très pertinente et très importante, de montrer que, justement, contrairement au discours libéral, ce ne sont pas que les inégalités de richesse ne sont pas efficaces économiquement. Que ce sont ce qui montre de manière pertinente, c'est justement c'est que c'est pas vrai. C'est au contraire. On voit bien, c'est dévastateur d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, et donc à terme également économique. C'est dévastateur. Donc c'est fondamental. Alors Mathieu, combien de temps il nous reste? Là, pardon. On a fait péter On le est à score. 1h20, mais on peut faire 10 minutes encore. Non. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu voulais parler que j'aurais pas parlé Non, je trouve ça pas mal en tout cas. Je sais pas comment ça rendra la bascule de la vie intérieure à l'agronomie. Bah ça, je vais revenir là-dessus. Mais ma foi, peut-être les gens ils auront même pas le temps de comprendre, ils vont se faire avoir. Non, mais ça, je vais revenir là-dessus. Pour moi, c'est fondamental. Non, mais c'est bien. Mais moi, je trouve que ça a passé là. Donc. Mais est-ce que peut-être. Non, il n'y a pas vraiment de sujet, mais c'est un sujet plus personnel, mais je sais pas pourquoi. En même temps, je le maîtrise pas bien. Dis-moi. Et c'est cette question des vieux, quoi. Mais je suis pas sûr de vouloir en parler. Sur la mort en fait, ouais. Comment on traite nos aînés, mais peut-être ça fait je suis pas sûr de vouloir en parler parce que je sais pas si ce que je vais dire est pertinent, ni même si je dis beaucoup. Bon, alors moi je vais lancer là-dessus. En même temps je te le dis, mais c'est pas forcément pour que tu le dises, hein. Mais je trouve que du coup on l'a évoqué, tu vois, on l'a évoqué parce que quand j'ai parlé de l'orgueil et de la manière dont on fait le. Ouais, on va en dire un mot, deux mots. Moi, est-ce qu'on parle un peu plus de ta pratique quotidienne de maraîcher? Est-ce que tu dis des choses intéressantes là-dessus? On peut, mais j'ai l'impression, peut-être à tort, qu'on en a pas mal parlé. Mais peut-être que je délire et qu'on en a pas parlé. Je m'en rends pas compte. Vous en avez un peu parlé. Mais pas assez de toi, comment tu travailles. Tu as des belles pages sur comment tu travailles. Bon, on va essayer. Que veulent nos auditeurs? Je trouve que les moments où tu lis les passages du livre, c'est hyper bien. C'est bien. Alors je peux lire un passage. Allez, trouve un beau passage, Yvan. Bon, mais on va dire quelques mots quand même sur la question des... Non, c'est pas obligé. De la mort. Non, ça fait peut-être trop partir loin. Non, parce qu'en plus t'as écrit un article dans le lundi matin comme ça, donc pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai, tiens. Ah. Tu vas faire journaliste bientôt, attention. Bah ouais, mais tu sais. Faut juste, par contre, je suis pas sûr, je retrouve pas le passage où tu parles de ton rapport aux légumes, tout ça. Mon rapport aux légumes. Non, mais si. Tu parles des vieux là ou tu parles de... Non, mais pour enchaîner après. Là, je viens de dire le passage quand même sur le. Oui, on est sur le décompactage, etc. Ah, bah si, ça doit être. Mais peut-être tu peux dire toi. Non, ça doit être là. C'est pas langue sauvage ou. Tu peux dire toi. Comment tu vois de ton. Si, quand tu parles le matin, enfin, tu vois, sur ta journée de. Alors. Voilà, est-ce que tu peux nous dire, parle-nous un peu de ton travail au quotidien d'agriculteur maraîcher? Eh ben, ma première étape, les deux premières années, c'était, j'avais à cœur de montrer que je pouvais vivre de ce métier. Donc ça, finalement, au bout de 2 ans, à ma grande surprise, ça a fonctionné. Et c'est pas vraiment ce qu'on m'avait raconté. Enfin, j'ai vu qu'en maraîchage, on pouvait arriver à... Alors, le SMIC, hein, c'est pas non plus délirant, mais on pouvait arriver à en vivre. Et après, je suis rentré plus dans une démarche où comment mettre du temps là-dedans. Parce qu'au début, du coup, ok, je vivais de mon métier, mais j'avais pas un rapport au temps qui était très, très équilibré, quoi. J'étais quand même très, très axé sur le rendement, même sur une petite structure. Et j'ai eu à cœur, en fait, que les techniques et l'agronomie que je mettais en place de non-travail du sol, plutôt que d'être utilisées pour accroître uniquement mes rendements et augmenter mon chiffre d'affaires, ces pratiques-là me libèrent du temps. Donc en fait, je reste au SMIC, j'ai pas augmenté mon revenu, et par contre j'ai diminué mon temps de travail, clairement.
Là où au début de mes pratiques agricoles, il me fallait, 50 heures pour générer suffisamment de volume de légumes pour en vivre. Maintenant, il me faut environ 35 heures. Donc j'ai gagné du temps pour des résultats et des rendements assez proches. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis au travail où j'ai essayé de créer les conditions pour que la vie du sol, pour que la biodiversité fasse ce qu'elle a à faire quelque part, c'est-à-dire se nourrir du vivant, mais que j'en récupère aussi les bénéfices, c'est-à-dire effectivement ce non-travail du sol, accroître la matière organique des sols, accroître la biodiversité des sols, mais aussi des insectes, des oiseaux, etc. Enfin, c'est dans un maraîchage diversifié en tout cas, c'est bénéfique. C'est bénéfique et moi je trouve que ça augmente mes rendements en fait, pour parler de manière plus capitaliste. Mais ce qu'on lit aussi dans ton livre, ce qui est intéressant, c'est que le travail lui-même est enrichissant. C'est-à-dire, bien sûr, c'est intéressant de montrer que le non-travail du sol, c'est plus efficace et ça prend moins de temps, mais c'est aussi comment tu retrouves un sens à la pratique agricole. Alors, je lis un passage. Chaque légume a sa manière d'être. Certains apprécient la densité, comme s'ils voulaient se tenir chaud ou se murmurer des confidences. D'autres ont besoin de distance. Ceux-là, il ne faut pas les contrarier. Pour que chacun s'épanouisse, il est nécessaire de connaître les caractères et les spécificités. Parce que c'est une agriculture maraîchère où donc une variété des espèces qui sont... je fais en gros une quarantaine de légumes, 45 à l'année. Et au niveau des variétés, il y en a peut-être 50, ou 50 environ. Et il y a effectivement, comme n'ayant pas de formation agricole, donc je me suis formé avec des gens qui pratiquaient le maraîchage, mais je me suis formé sur le tas, comme on dit. Et du coup, j'avais peu d'a priori sur une carotte, c'est quoi la densité de semis d'une carotte, une tomate, c'est quoi l'espacement qui serait le bon. En fait, bien souvent, ce qui détermine ces espacements ou ces densités, c'est bien souvent les machines. On va te dire, je sais pas, qu'il faut 1m50 entre deux rangs de carottes, parce qu'en fait, on fait passer le tracteur avec le sarcloir qui correspond. En fait, c'est adapté. En fait, on a fait des itinéraires techniques de production légumière, bien souvent en fonction des machines qui vont avec. Comme moi, j'ai un outillage très particulier, très, très faible, en fait, peu mécanisé, en fait, je me suis dit, je vais je vais adapter mes itinéraires techniques à mes outils, en fait. Et du coup, c'est une manière de reprendre la main là-dessus. Et par exemple, sur la carotte, pour le coup, c'est un légume où vraiment, sur des petites surfaces, avec les techniques que j'ai mis en place, je pense que je suis plus compétitif que les industriels. Sur une ligne de 30 mètres de carottes, il y a 200 kilos de carottes par ligne qui sortent. Je pense que c'est très élevé comme production. Mais tout ça avec une logique de non-travail du sol, donc très peu de levée d'herbes adventices, comme on dit, c'est-à-dire celles qui sortent. Donc avec vraiment des gestes très simples, mais ça va aussi, et c'est là où peut-être la vie spirituelle, elle a une place, c'est qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut se prouver. Bien souvent, l'humain, il fait plein de trucs pour se prouver des trucs. Pour se prouver qu'il est bon, pour se prouver qu'il va y arriver. Et là, moi, bien souvent, dans mon champ, au début ça fait un peu flipper, mais maintenant je le mets en place, c'est qu'est-ce que je pourrais ne pas faire. Là où en fait d'autres producteurs vont se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, allez je vais faire ça, il faut être actif tout le temps. Moi en fait très souvent je me dis qu'est-ce qui est pas indispensable. Voilà, c'est un rapport inversé quoi. Et du coup j'enlève tout ce qui est pas indispensable, ça fonctionne quand même, parce que ce qu'il faut le faire je le fais, mais du coup ça pousse, ça donne, et ça me laisse du temps. Voilà. Et ça, c'est comme aussi la relocalisation en ce sens-là, ça retouche à une universalité, en ce sens qu'on voit des proximités avec les textes que je disais de Xavier Ricalanata sur les paysans dans les Andes, sur comment ils travaillent les variétés, comment chacune a sa singularité. Et donc il y a une fraternité qui s'exprime.
Alors l'autre point aussi, c'est que dans ces circuits locaux, circuits courts, tu as fait des expériences aussi de mise en place justement de presque pas une démarchandisation, mais en tout cas un rapport à la distribution marchande qui est alternative. Si Voilà, alors c'est vrai que je sais pas si on pourra beaucoup le développer, mais il faut le dire parce qu'effectivement, encore une fois, il faut faire des ponts. Effectivement, c'est la question de la socialisation de l'alimentation. Il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Reprendre la terre aux machines de l'atelier paysan, voilà, qui est pour moi un petit peu un moment un peu important aussi. Parce qu'il suffit pas de produire des légumes dans de très bonnes conditions agroécologiques, ou le maraîcher a des bonnes conditions de travail, mais qui serait uniquement à destination d'une grande bourgeoisie. Quelque part, là, je loupe la question de la lutte des classes. Et c'est ce qui se passe bien souvent. C'est-à-dire avec le circuit bio, par exemple. Oui, avec le circuit bio. Alors peut-être pas dans les Andes, puisque c'est des économies de subsistance. Mais en France, en tout cas, bien souvent, ceux qui pratiquent l'agriculture que je fais, jusqu'à présent, elle était clairement à destination d'une certaine classe sociale. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que comment ces pratiques-là agroécologiques peuvent faire alliance avec les classes populaires. Et là, ça devient intéressant. Et là, moi, ça me parle. Donc, en fait, à la Confédération paysanne, on essaie de faire avancer une idée qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, c'est un sujet que, à mon avis, dont on va de plus en plus parler dans les mois à venir et dans les années à venir, qui remet cette question sociale au centre, effectivement. Et on a réfléchi à des systèmes de tarification pour que cette agriculture-là, agroécologique qu'on décrit, elle soit populaire, en fait. Parce qu'en fait, on ne renversera quelque part cette grande filière agro-industrielle que si on rend ce type d'agriculture agroécologique populaire. Populaire au sens où la personne qui est en HLM et qui est au RSA, il faut qu'elle puisse pouvoir y avoir accès si elle le désire. Hein. C'est pas, on force personne. Il se trouve qu'en fait, l'expérience qu'on a menée à Diolfi, clairement, les classes populaires maintenant, ils viennent avec nos systèmes de tarification, que je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais ils viennent, et il y a un lien qui se fait avec eux, et il y a des témoignages super chouettes où ils disaient, avant ces légumes-là, on les voyait, mais on ne pouvait pas se les payer, quoi. Ouais, soit on pouvait pas se les payer, ou soit, de toute façon, je pense que tout le monde a dans le désir de manger des fruits et légumes qui ont du goût, plutôt qu'ils soient aseptisés. Et si en plus ils sont pas plus chers, voire moins chers que ceux de la grande distribution, alors tout le monde y a intérêt. Exactement. La question, c'est comment renverser ce rapport de force entre la grande distribution, l'agriculture de firme, et cette petite agriculture à taille humaine. Elle se fera par une alliance avec les classes populaires. Clairement. Alors là, pour le coup, ça déborde le cadre agricole. Pour moi, c'est une stratégie, pour le coup, politique qui déborde un peu notre question. Je pense qu'effectivement... Donc ça suppose de court-circuiter le circuit de la grande distribution. Ça suppose de court-circuiter. Et après, effectivement, le bon sens, le goût, le lien. Hein, parce que du coup, ce lien entre se nourrir dans des circuits très longs de grande distribution, dans des endroits assez aseptisés, avec des légumes qui ont peu de goût, ou retrouver ce lien avec un producteur qui te parle de la manière dont il travaille, en fait, il n'y a pas que les bobos qui aiment bien parler avec le producteur et manger des bons légumes, en fait. Je pense que c'est assez répandu, en fait, ce désir de manger des bonnes choses. Bien sûr, c'est... Voilà, donc c'est assez évident, mais ces évidences-là, on les a un peu éludées. Voilà, et ça passera par là, donc ça passe par socialiser l'alimentation. Et pour le coup, ça a été un angle mort pendant longtemps, je trouve, de la Confédération paysanne et de ces alternatives-là. Pendant longtemps, ces alternatives agricoles n'ont pas beaucoup réfléchi à leur tropisme social, au fait qu'en fait, on était un peu dans une petite bulle d'un entre-soi socio-culturel. Et là, ça émerge en ce moment, cette question-là. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je voudrais parler maintenant aussi de la question de la fin de vie, parce que au fond, on te connaît dans Lundi Matin, le fait que tu as écrit deux articles à l'époque, juste après avril 2020. Première vague de Covid et les décès en hôpitaux. Un article premier qui s'appelait Je ne vous pardonnerai pas, sur le décès de la mère de ta femme. Sans qu'il ait pu avoir sans que ta femme ait pu être auprès de sa mère au moment de son décès, et aussi le frère Antoine que tu as accompagné, qui a voulu
quitté l'EHPAD et que tu as reçu, vous l'avez reçu chez vous et donc vous l'avez accompagné. Et effectivement, alors parce que tout est lié, mais tu as vu le livre sur donc les Fossoyeurs, le journaliste qui a fait. J'ai vu l'effet que ça avait. Je me dis incroyable qu'un livre puisse faire tomber un empire. Mais tu l'as lu J'ai pas lu le bouquin. Alors moi j'ai lu le livre. Ce qui est intéressant, c'est que bon. Donc c'est une enquête très bien menée sur comment le groupe Orpea, au fond, qui était le premier groupe français, une puissance internationale mondiale des maisons de retraite, eh bien, a tout simplement appliqué les techniques de management, de rentabilité dans le monde des maisons de retraite. Mais en fait, ça se traduit comment ? De la même manière que le management, c'est la maltraitance des gens qui travaillent, pour leur soutirer le maximum de profit. Là aussi, c'est une maltraitance donc, des gens qui travaillent, mais donc ça a pour effet immédiat la maltraitance des personnes âgées. Puisque quand une seule personne, une aide-soignante doit s'occuper de 10 personnes et que c'est pas possible, forcément, ça conduit à des... Et c'est ça qui met au jour comment c'est quelque chose qui est un système qui est pensé au plus haut et qui permet d'engranger les bénéfices. Et comment c'est en ce sens-là que la maltraitance des personnes âgées a été l'efficacité économique. Et au-delà de ça, on voit bien comment on peut dire aussi, la maltraitance du palais des gens, de leur santé, permet d'enrichir le capital également. Ça marche aussi dans l'agriculture, etc. Alors toi, ton expérience... elle est assez cash et assez directe. Alors, effectivement, dans le bouquin et dans cet article, je ne vous pardonnerai pas, où j'étais en rage à ce moment-là. Donc, voilà, c'est une expérience très crue du capital, en fait. Pour moi, il n'y a pas de raison valable d'empêcher qu'une fille dise au revoir à sa mère ou l'accompagne, jusqu'au même aux obsèques, toute cette déshumanisation. Mais le fait de le vivre en première ligne, ou en deuxième ligne pour le coup, parce que c'est autre chose que de le sentir, que de le lire. Et là c'est pas que j'en ai fait une affaire personnelle, mais je me suis dit, ok, voilà jusqu'où peut aller le capitalisme. Voilà jusqu'où ça peut aller. Ça peut aller effectivement, la biodiversité, le vivant devient un objet à consommer, à absorber, à extraire. Mais dans cette mort de la mère de Julie, donc, je me suis dit, ok, ça peut aller, ou dans l'histoire d'Orpea, ça peut aller jusqu'au vivant humain. Sans vouloir faire de la dystopie excessive, je trouve que là, quand l'humain devient un objet du capital, quelque part, au même titre que du pétrole, il faudrait en tirer quelques conclusions quand même. Ça devrait nous alerter. Alors, Orpea, c'est effectivement la question du capital. Toi, ce dont tu as parlé, c'est c'est le gouvernement. Gouvernemental, mais de peur, en fait. De peur. Et on prend des décisions de gestion épidémique en interdisant de dire au revoir à sa mère. Je trouve que mon épouse est infirmière, donc en fait, les protocoles sanitaires, de se laver les mains, de mettre un masque, elle les connaît en fait. Elle les applique en fait. Donc elle savait les faire. Donc, pour qu'il y ait cette décision-là, pour moi, c'est pas une décision humaniste, c'est une décision comment faire pour que la machine ne se détraque pas complètement, la machine économique, je veux dire. Si l'épidémie se répand trop, clairement, on va aller en récession. Je sais pas si c'est ces raisons-là, mais en tout cas, ne pas avoir vu qu'une décision pareille avait des conséquences anthropologiques dévastatrices, c'est symptomatique. C'est symptomatique. Alors ils sont un peu revenus dessus, ils ont un peu atténué cette violence, on va dire. Mais ça, le fait que ça a pu être possible, c'était très symptomatique, je trouve, de l'inconscience dans laquelle on se trouvait, et on se trouve peut-être encore sur tout un tas de sujets de changement climatique, par exemple. Et voilà. Et en même temps, je voyais bien qu'à ce moment-là, Julie, toute infirmière qu'elle était, elle se sentait
astreinte, enfermée dans cette place-là, même en allant voir ça, en descendant en bagnole dans le petit hôtel où elle a dû attendre que sa mère décède. Elle avait peur de se faire attraper par les flics parce qu'elle avait une sorte d'autorisation, si tu veux, pour y aller, mais c'est le moment où on pouvait pas se déplacer comme ça. Elle se sentait illégitime et illégale de prendre la bagnole pour attendre dans un hôtel qu'on lui dise que sa mère va mourir. Enfin, tu vois le niveau. Et après coup, elle se dit, mais comment ça se fait que j'étais dans cette position ? Et là, on rejoint les jeunes délinquants, peut-être, je sais pas. Mais comment ça se fait qu'on nous assigne à des postures et on les prend, et après quoi on se dit mais qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les jeunes délinquants, on va les rejoindre dans ton livre quand tu es monté sur un abribus le 8 juin 2021 à Valence. Voilà, c'est par... Lors de... C'était pour quoi ? moi, C'était une manif C'était une manif, en fait, c'était... Ouais, la conf, à ce moment-là, on faisait des actions. On a fait une action au Pôle emploi à Paris, et c'était une action pour demander une autre politique agricole commune, justement, qui essaie de penser une politique agricole commune qui prenne soin du sol, des vivants, et des vivants terrestres, et des vivants humains, et voilà. Et donc on a pensé une action, mais enfin il y a Macron qui passait le 8 juin 2021 à Valence, on s'est dit on va l'interpeller au nom de la conf pour lui demander une autre politique agricole. On monte sur l'abribus parce que j'avais repéré qu'effectivement les policiers n'ont pas le droit de te jeter du haut d'un abribus. Ils n'ont pas le droit, en fait, c'est tant mieux. J'avais déjà vu dans une autre action qu'en fait ils pouvaient pas. Donc je me dis tiens, c'est une technique qui va nous laisser un peu plus de temps. Et bon, ça a produit quoi ? Bon, il était dans un resto à Valence à ce moment-là, Macron, donc on l'a ralenti peut-être d'une demi-heure, voilà, c'est ma seule victoire politique. Ce qui devait passer l'endroit où on était, donc en fait... les flics, tout le monde était super emmerdé, ils ont dû finir les pompiers, parce qu'en fait ça a traîné 1 heure, du coup ça a ralenti un petit peu le cortège présidentiel. Voilà, et on a passé la nuit en garde à vue. Mais vraiment, j'ai vu des méthodes, effectivement, je leur en veux pas spécialement aux flics, hein. Mais là j'ai vu par contre l'institution, le rouage... Ils vous ont quand même fait signer quelque chose. À la fin, j'en pouvais plus. Ouais. On avait dit qu'on signerait pas de procès verbal, et à la fin, j'avais pas dormi. Je m'étais mis de la peinture pour l'action. Du coup, j'avais de la peinture à l'huile sur moi. J'en pouvais plus. Enfin, j'étais. Donc ils vous font signer quelque chose où il y a réunion en vue de destruction, violence. Voilà. Ce qui était faux du début à la fin. Mais qui vous permettent déjà d'être fiché dans l'antiterrorisme. J'imagine. J'imagine. J'imagine, mais c'était dans le couloir comme ça. Il me disait mais non, mais signe, c'est pas grave, tu peux sortir si tu signes. Voilà. Et on avait dit qu'on signait pas, mais ils nous ont sorti un à un. On était 3 là, 3 collègues de la Confédération paysanne. Et je sais pas s'ils ont vu que moi j'étais le plus faible ou le plus fragile à ce moment-là. Enfin, je commençais un peu à tourner de l'œil. Et ils m'ont fait sortir. Ils m'ont dit tiens, signe et tu sors. Voilà. Donc imagine quand on te fait signer un truc parce que donc t'es monté sur un abri de bus pour défendre cette idée-là. Et quand on te fait signer une phrase où il y a réunion en vue de destruction, violence armée, donc tu reconnais que tu as fait une réunion en vue de détruire de manière violente et que vous étiez armés. Ouais. Si en plus tu as une tête un peu basanée et que si tu arrives d'aller à la mosquée, alors là ouais, t'es mort, ouais. T'es mort. Ouais, t'es mort, ouais. Bah, ouais. C'est ce que j'ai un peu vu, effectivement. C'était un peu, envie de dire, c'est le passage où c'est comme si c'était le déniaisement total d'un seul coup de la réalisation effectivement de la violence. Ouais. Et en même temps, il y avait un lien avec le texte Je ne vous pardonnerai pas et le lien de la mort de la maman de Julie. C'est-à-dire que quelque part, j'avais envie d'en découdre avec Macron un peu. Ouais. Quelque part, j'avais envie. Voilà, il y avait quelque chose de plus personnel à cet endroit-là, dans le fait d'aller sur cet abribus, dans le fait de passer cette nuit en garde à vue. Effectivement, je voulais aller un peu en découdre et de voir du coup à quoi on a affaire. Voilà. J'en ai pas fait le tour, hein, ça reste une petite expérience bourgeoise, on pourrait dire, de garde à vue. Mais en tout cas, effectivement, j'ai bien vu que la marge de manœuvre était limitée quand même pour changer de trajectoire. Alors tu conclus, il n'y a aucune technologie, aucune science, aucun savoir ne remplacera le temps vécu de ma vie. C'est le trésor que j'ai trouvé dans mon champ. C'est vrai que sur aussi la manière dont on n'a pas parlé de la rencontre avec frère Antoine,
de la manière dont tu l'as accompagné en fin de vie. Et du reste, on se dit qu'effectivement, si parmi les critères de qu'est-ce qui permet de discerner une société développée, une société sous-développée, on prenait la question de la manière dont sont traitées les personnes âgées, par exemple, ça reconfigurerait quels sont les pays développés, quels sont les pays sous-développés aujourd'hui. C'est une très belle proposition. Je dois se mettre à Piketty. Ouais, je pense qu'il sera d'accord. J'y avais pas pensé, mais il y a de ça. Il y a de ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Et alors moi, ce que je voudrais dire de personnel sur ton livre, au fond, je vais te dire, donc voilà, je citais ces 2 passages là où tu parles de l'expérience du vide et où tu dis, après cet état d'épuisement mental, tu dis, c'est à ce moment-là que le vide révèle son vrai visage, un papillonnement joyeux du temps et de la vie, un émerveillement. Et passage que je lisais sur les propositions anthropologiques, politiques fondamentales, révolutionnaires, au fond, sur la question du travail manuel, l'au-delà de la contradiction entre travail intellectuel et travail manuel. Parce que dans ton travail, il n'y a aucun sens. C'est tout autant intellectuel que manuel. Le travail manuel qui retrouve son sens, il est intellectuel. De la manière, je pense qu'un travail intellectuel qui retrouve son sens, il est manuel. Et tu dis, ce renversement des valeurs représenterait pour la bourgeoisie économique et culturelle une perte de sa supériorité, de sa domination. Ce fil-là dans ton livre, c'est ce qui m'a le plus touché, parce que, tu vois, moi, dans ma propre recherche sur le Talmud, une des questions cruciales, c'est que le Talmud commence par une proposition qui est que le temps du Kriyat Shema, c'est-à-dire l'énoncé, dire la profession de foi pour aller vite, il correspond au moment où les Kohanim, le Kohen, rentre manger de la terouma, qui est cet aliment qui est sain parce qu'il est donné par chacun. Bon. Donc il est hors du circuit marchand. Et quand tu étudies cette page du Talmud, tu vois qu'il y avait d'autres propositions qui ont été faites, de dire qu'au fond, le temps de la profession de foi, le soir, ça devrait être non pas lorsque le prêtre va manger cet aliment sain, mais lorsque le pauvre qui rentre du travail mange son pain avec le sel. Et la question que je me suis longtemps posée, c'est pourquoi est-ce que celui qui a rédigé la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, a choisi comme référent le prêtre qui rentre manger l'aliment sain plutôt que le pauvre qui rentre manger le pain avec le sel. Parce qu'on voit bien ici une proposition qui est immédiatement celle d'un appel à la justice sociale, comme si le temps de la profession de foi doit être coordonné à la question de la justice sociale. Et donc, pourquoi avoir renoncé à le coordonner comme ça et avoir parlé du prêtre qui rentre manger la terouma, c'est-à-dire l'aliment sain? Et donc j'en suis arrivé à la conclusion en travaillant les textes que le point est que le moteur de la transformation sociale, c'est de retrouver l'émerveillement devant l'existence. L'attention à ce que s'appelle cet émerveillement, cette phrase-là, un papillonnement joyeux du temps et de la vie, cet émerveillement, c'est ça au fond le moteur serein, déterminé et en même temps doux de la transformation sociale. Si il est relié à la question de la justice sociale et qu'il n'est pas isolé dans je travaille à BNP Paribas mais je passe un week-end d'émerveillement dans le Vercors, dans la Drôme, en faisant 2-3 expériences chamaniques et que je retourne ensuite travailler à BNP Paribas lundi matin, tu vois. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'il appelle la transformation sociale. Il faut le lien, voilà. Et c'est là où, quelque part, effectivement, il faut refaire cette connexion. C'est ce que tu décris, toi, là, c'est ça. Sinon, c'est à nouveau un élément transformateur, mais qui est à nouveau enfermé, isolé, et auquel on va ôter sa puissance de transformation sociale. Oui, mais ce que j'entends par transformation sociale, c'est dans le sens de la justice sociale. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est que le point est que le référent fondamental, plus encore que la solidarité avec le pauvre, c'est l'affirmation de la beauté de l'existence, comme étant le ressort universel d'une transformation dans le sens de la justice sociale. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ce fil-là dans ton livre qui m'a paru très fort, parce que je pense aussi qu'il rend compte de cette tonalité, cette douceur et en même temps de cette détermination. Bon, écoute, on a essayé de... On a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, mais donc
les gens achèteront le livre et ils liront. Donc Mathieu Yon, maraîcher, notre lien quotidien, le besoin d'une spiritualité de la terre, aux éditions Nouvelle Cité. Donc Mathieu, merci de ta venue.